Philippe, je vous laisse maintenant la parole et encore merci d'avoir accepté cet échange. Merci et bonjour à tous. Merci bien sûr à Respect Océan, c'est un grand plaisir d'accepter cette invitation. Donc, je vais vous présenter. Alors, je vais vous. Attendez, je vais. Bon, Oui, c'est voilà, bien, c'est c'est bon. parfait. Si vous m'entendez, voilà, je vais vous parler donc des changements globaux. Alors, les changements globaux, c'est bien évidemment le changement climatique, mais aussi le problème de la surexploitation, qui, on va le voir, est un problème global, un problème mondial. Et puis, comment ces deux défis, en réalité internationaux, impactent les ressources renouvelables marines. Et puis, donc, bien sûr, moi, je travaille sur les pêcheries, donc sur les poissons, mais aussi sur tout le fonctionnement des écosystèmes marins. Alors, une, une, une diapositive finalement qui a changé ma vision des choses, c'est celle-là. Souvent, on vous représente les océans avec une map monde et puis les différents océans qui n'en font qu'un en réalité, et puis l'immensité de notre planète. En réalité, quand on regarde la biosphère, alors la biosphère, hein, c'est vraiment tout ce qui contient le vivant, c'est-à-dire toutes les plantes, donc la biosphère, c'est vraiment tout ce qui contient le vivant dans l'univers en réalité, puisque jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas d'autres traces de vie. Et cette biosphère, euh, c'est cette mince couche, vous voyez la figure du bas là, c'est cette mince couche qui est une couche, une pellicule qui est tout autour de la Terre, qui contient donc tout le climat tel qu'on le vit aujourd'hui, qui accepte finalement toute cette vie végétale, animale. Et c'est une petite couche de entre 50 et 70 kilomètres d'épaisseur seulement. Donc c'est ça la vie. C'est ça la vie et c'est ça qui est malmené aujourd'hui par tous ces défis dont on va parler et ces défis globaux. Alors, ça, c'est une idée, cette idée de biosphère, c'est aussi, et de lien, je dirais, entre le climat et le vivant, c'est une idée qui avait émergé dans les années 70. Alors, il y avait deux chercheurs un peu marginaux, c'était James Lovelock, et puis un climatologue, un microbiologiste, Margulis, là, dans les années 70, qui avait considéré un peu cette biosphère c'est comme un système, vous voyez, physiologique, dynamique, qui inclut la biosphère et maintient notre planète depuis 3 milliards d'années en harmonie avec la vie. Alors ça a été discuté, il y avait bien sûr des scientifiques qui n'étaient pas d'accord, mais ça donne un peu aujourd'hui toute cette consistance entre, bien sûr, le climat qui impacte le vivant, ça on le voit, mais aussi toutes ces rétroactions du vivant sur le climat. Bon, on parle beaucoup bien sûr des forêts et du vivant, de tout ce végétal qui séquestre le carbone, mais il y a aussi bien sûr tout le plancton en milieu marin. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on assiste à un réchauffement, on va en parler. Et c'est vrai que, bon, si c'est cette entité, imaginez la température du corps humain qui s'élèverait constamment à 39 degrés. Et c'est vrai que, je dirais, aujourd'hui, au niveau de One Earth, par exemple, qui est une grande initiative internationale, on parle de transformation. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire que cette transformation de notre biosphère. Alors, c'est vrai, en milieu terrestre, on voit bien qu'il y a beaucoup d'activités, vous voyez, voilà, là, il y a une figure là qui illustre l'évolution de notre planète, la biosphère depuis 50 000 années. Et vous voyez, bon, aujourd'hui, il y a beaucoup d'industries, beaucoup de villes qui ont colonisé ce milieu terrestre et notre agriculture, etc. Alors, c'est vrai qu'en milieu marin, souvent, on a une vision beaucoup plus romantique du milieu marin, mais en réalité, c'est le siège de très nombreuses activités. Bien sûr, moi, je vais vous parler de la pêche, mais il y a aussi la navigation, il y a le transport maritime, il y a l'exploration minière, il y a les énergies renouvelables comme les éoliennes qui font grand bruit. Donc voilà, il y a aussi beaucoup d'activités. En réalité, je vais prendre juste un exemple qui vous montre que ce monde, il est globalisé, hyper connecté et l'activité en mer est extrêmement prégnante.
Vous voyez, vous avez là toutes ces activités et ces routes de navigation. Aujourd'hui, par exemple, si on prend le transport maritime, c'est chaque année 2 milliards de tonnes qui sont échangées parce que finalement, tous les biens qu'on achète, eh ben, ils transitent par la mer. 90% des biens transitent par la mer. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'activités extrêmement importantes. Alors, il y a des chercheurs qui se sont dit, mais quels sont les grands acteurs finalement de ce commerce lié à la mer? Alors ça, c'est une équipe qui a réalisé une étude en regardant toutes les grandes compagnies, les grandes multinationales qui travaillent. Et vous voyez, bon, je vous ai cité les différents secteurs. Vous voyez, il y a le tourisme, il y a le cruise tourism, vous avez les containers, vous avez l'alimentation marine, enfin la pêche, vous avez l'équipement marin, etc. Vous avez l'exploitation gazière et minière. Et ces chercheurs se sont aperçus d'une chose, c'est la très grande concentration économique du secteur marin. En effet, ils ont vu que si vous prenez les 100 plus grandes entreprises internationales maritimes, ils concentrent quelque chose comme 60% des revenus tirés des océans. Alors ça veut dire quoi? Ça, je pense que ça veut dire que si on veut sérieusement envisager les transitions écologiques, économiques et sociales dont on parle beaucoup, ces grands acteurs devront être pris en compte et devront aussi changer leur façon de faire, décarboner leurs industries, etc. Donc voilà, donc ça c'était pour vous dire qu'il y a beaucoup de concentration de l'activité dans le milieu marin. Alors, on va le voir, toutes ces activités, vous avez entendu ça dans les médias, les océans sont beaucoup plus chauds, acides, pollués et surexploités, et on vous montre voilà, dans les journaux des figures comme celle-là, des coraux qui sont blanchis, des surexploitations ou des pollutions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, une première chose, c'est les températures des océans. Parce que les températures, c'est important pour la vie même de tous ces habitants. Là, vous avez par exemple ce genre en haut à droite, là, ces tendances, par exemple, des températures des océans. On voit bien dans les 100 derniers siècles, vous avez partout, et je dirais on l'observe dans n'importe quel, j'aurais pu vous montrer n'importe quel, dans le golfe de Gascogne, en Méditerranée, partout vous avez des courbes un peu analogues, c'est-à-dire des variations, et puis vous avez ces grosses tendances. Alors, il y a une courbe qui m'a beaucoup interpellé, moi, c'est la courbe du bas. La courbe du bas, c'est la température. Alors, les chercheurs, vous savez, ils sont toujours très malins, et ils ont réussi à tracer les températures depuis 60 millions d'années de la Terre. Alors, ce qu'on voit, c'est en bas à gauche, donc, ces températures qui étaient, alors, le temps de 60 millions d'années, vous savez, il y avait les dinosaures, et du temps des dinosaures, il y avait un monde très chaud, très tropical, il y avait quelque chose comme plus 10 degrés. Après, il y a eu, bon, vous savez, l'histoire de cette météorite qui a impacté la Terre, et puis c'est des croissances de température qu'on observe, et aussi liées à des éruptions volcaniques, et puis vous voyez, il y a eu des climats extrêmement perturbés. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est ces 12 000 dernières années. Vous voyez, c'est cette petite ligne jaune et cette stabilité qu'on observe. Alors, je ne sais pas, non, je n'ai pas de curseur, mais voilà, donc c'est cette ligne jaune. Et les 12 000 dernières années, c'est quoi? Eh bien, c'est notre développement économique. C'est notre développement économique, c'est notre sédentarisation en tant qu'humain. Et c'est quoi? C'est l'avènement de l'agriculture et de tout notre développement économique en tant qu'installation des villes, installation des grandes villes, installation de tout le commerce, etc. Donc, on a vécu, je dirais, ces 12 000 dernières années dans une stabilité absolument incroyable en termes climatiques. Et aujourd'hui, vous le voyez,
Voilà, vous le voyez avec les dernières années, vous voyez la courbe à droite, là, et puis les projections du GIEC, hein, du GIEC qui nous donne les projections plus ou moins optimistes ou pessimistes, et les différents scénarios qu'on peut avoir suivant les évolutions et les consommations en CO2 qu'on va produire. Donc, vous le voyez, là, il y a vraiment un décollement, je dirais, de la température et par rapport aux 12 000 dernières années. Aujourd'hui, on a l'époque pré-industrielle, c'était 280 ppm de CO2. Aujourd'hui, on en est à 440 ppm. Et ça, sont des valeurs qu'on observait il y a 1 million d'années. Il y a plus d'un million d'années. Donc, on voit bien, on est dans un monde en transformation. Alors, je vais revenir aux pêches. Les pêches, vous voyez, sur ces cartes, on voit l'extension des pêches au niveau mondial. Les pêches, ça a démarré dans les années, la pêche industrielle, je dirais, les captures industrielles ont démarré vraiment juste après-guerre avec l'accroissement des technologies. Et vous le voyez, vous avez ces cartes qui montrent qu'aujourd'hui, la carte du bas, notamment dans les années 2000, on pêche absolument partout, dans tous les océans, dans toutes les mers, et avec une intensité qui est très forte. On a augmenté donc ces captures vous voyez, dans les années 50, 25 millions de tonnes. Aujourd'hui, on en est à quelque chose comme 100 millions de tonnes. Mais ce qu'on observe, c'est quand même, et ça c'est quand même dû à la surexploitation, on observe depuis, vous voyez ce petit trait pointillé sur toutes les courbes, que depuis les années 90, 95, fin des années 90, on observe une décroissance des captures industrielles. Alors, notre activité de pêche, c'est quand même notre dernière activité d'exploitation à une échelle industrielle d'une ressource sauvage. Hein. En milieu terrestre, c'est vrai qu'on va à la chasse, c'est par quelques peuplades en Afrique, peut-être en Asie, mais c'est devenu une activité récréative. Aujourd'hui, la pêche, c'est quand même voilà, c'est 100 millions de tonnes de poissons qui sont essentiels, notamment pour la zone intertropicale, pour 1 milliard de personnes qui sont tout à fait cruciaux. Donc, ce que je voudrais vous montrer aussi, c'est que en Europe, le nombre de pêcheurs, vous voyez bien au port en Europe, il y a presque plus de bateaux de pêche, hein, ils ont été remplacés par des bateaux de plaisance. Et le nombre de pêcheurs a diminué de façon drastique hein, depuis les années 50, 50% de diminution de nos pêcheurs en Europe. Alors, ça veut rien dire sur la tendance finalement mondiale, puisque la tendance mondiale, elle est incroyablement à la hausse, notamment en Asie. Et vous avez 3 à 5 fois plus de pêcheurs pour les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. Et donc ça, c'est surtout les pays asiatiques. Donc en réalité, vous le voyez sur la courbe du haut, on a une explosion vraiment du nombre de pêcheurs. Alors, une chose qui est intéressante à voir, c'est que la courbe du bas, là, c'est la courbe noire. En réalité, le revenu par pêcheur a fortement diminué. Et ça, la prise de poissons sauvages, on voit, elle est plus faible en 2015 qu'elle était par pêcheur dans les années 70. Alors ça, si on compare un autre système de production qu'est l'agriculture, c'est un contraste frappant avec l'agriculture ou l'aquaculture, où là, l'agriculture a diminué, mais on a triplé ou doublé la productivité par exploitant agricole ou d'aquaculture. Alors ça, c'est pas vrai pour la pêche. Alors, le fait qu'il y ait cette pression de plus en plus forte sur le milieu océanique et puis par la pêche, c'est qu'on a un appétit vraiment croissant pour le poisson. La courbe ça, je dirais que chaque année, ça affole les Nations Unies. Vous savez, la FAO qui produit toutes les statistiques de pêche depuis les années 50. Et c'est le graphe que vous avez. Et il y a la courbe
dans la graphe du haut, la ligne rouge montre notre appétit croissant. Notre appétit croissant qui était de 7-8 kg dans les années 50 par habitant, et à l'époque, on était 3 milliards. Aujourd'hui, vous l'avez vu, nous sommes plus de 8 milliards et on consomme par habitant 21 kilos de poissons. Donc, il y a cette demande, je dirais, qui n'arrête pas de s'amplifier parce que tout le monde aime le poisson, parce que le poisson aussi, c'est bon pour la santé. Et alors, vous voyez bien sur la courbe du bas, le paquet bleu se stabilise ou même décroît selon certains. Ça, ce sont les captures sauvages. Et bien sûr, on a pour combler cet appétit pour l'océan et puis les ressources en poissons, on a développé beaucoup l'aquaculture, alors aquaculture d'eau douce, mais aussi aquaculture marine, qui permet de maintenir finalement cette trajectoire de protéines issues du milieu aquatique. Alors, la FAO publie aussi l'impact, si vous voulez, sur la biodiversité. Alors, si on regarde ça à un niveau global, vous avez, là c'est depuis les années 74, vous voyez, la FAO classifie les ressources en poissons en surexploitées, exploitées au niveau durable et puis sous-exploitées. Vous voyez que sous-exploitées, les stocks sous-exploités au niveau mondial, enfin les populations de poissons, il n'y en a presque plus. Et la surexploitation est une espèce de gangrène qui gagne un peu toutes ces ressources marines, hein. Vous voyez, dans les années 74, il y en avait quelque chose comme 15%, 20%. Aujourd'hui, on en est à 43%. Donc, c'est vraiment, je dirais, une chose qu'on arrive vraiment à mal maîtriser, même à pas maîtriser du tout dans beaucoup d'endroits, c'est cette surexploitation chronique des poissons et de tous les habitants, puisqu'on va parler. Alors, l'impact sur la biodiversité de cette surexploitation, en attendant de parler du changement climatique, c'est des espèces qui disparaissent. Voilà, ça c'est bien sûr ce qu'on lit un petit peu partout, c'est que quand vous surexploitez les espèces, par exemple, je vais prendre l'exemple des requins en Méditerranée. Vous savez, les requins, vous risquez pas d'être mangé par un requin en Méditerranée, car les populations il doit y avoir quelque chose comme 86 espèces de requins en Méditerranée. La diminution d'abondance, c'est de plus de 90 à 99%. Hein. Donc, on peut très bien imaginer que quand on abaisse un niveau de population à quelques pourcentages de son abondance originelle, elles ont bien du mal à survivre. Alors, c'est vrai, regardez, la France, il y a quoi? Il y a 70 millions d'habitants, vous prenez un dixième, s'il y avait 7 millions d'habitants, vous voyez, il n'y aurait pas grand monde sur les territoires. Ben, c'est pareil en milieu marin. Et donc, voilà, par exemple, un exemple. Alors, c'est difficile à vraiment argumenter parce qu'il y a assez peu de publications sur les disparitions, je dirais, globales, les extinctions. Mais il y a beaucoup de disparitions locales, c'est-à-dire, par exemple, là, en Adriatique, vous voyez, on a une dizaine d'espèces dont, vous voyez, toutes ces espèces-là de requins dont on ne voit plus, on n'a pas noté la présence d'un seul exemplaire depuis 30 ou une vingtaine d'années. Alors ça, c'est des études qui sont faites, par exemple, on demande aux pêcheurs avec des portables, des iPhones, de photographier les requins, tous les requins qu'ils prennent, et puis on suit ça de près. Alors, ça veut dire que, et ça, c'est des études, il y a des études beaucoup plus globales, qui sont des méta-analyses de perte de biodiversité. Et là, vous avez des trajectoires, par exemple, des effondrements de taxons de poissons qui sont montrés et qui montrent qu'il y a beaucoup d'espèces où il y a entre 50 et 60% et même au-delà des baisses d'abondance. Par exemple, sur les poissons, il y a eu Willy Christensen à Vancouver a fait des méta-analyses au niveau des poissons et montré que
baisse d'abondance des poissons était de plus 60%. 60%. Donc, par rapport à l'abondance qu'on pouvait observer disons, dans les années 50, il a pris juste l'après-guerre comme point de référence, on a plus de la moitié des poissons qui ont été retirés des océans. Alors, c'est vrai qu'on observe donc ça, c'est Daniel Pauly qui avait proposé ce concept de fishing down food web, pêcher de plus en plus bas dans les niveaux eutrophiques. En réalité, quand on regarde l'histoire de la pêche et de ce rapport avec la biodiversité, c'était une histoire où on a surexploité localement, et ça, même au XVIIIe, XIXe siècle, on trouve beaucoup d'exemples de surexploitation locale. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on surexploite localement? Eh bien, on se déplace. C'est-à-dire, on va dans des endroits qui n'avaient pas été exploités ou peu exploités et on développe la pêche. Et puis, quand on a surexploité un peu tous les espaces, eh bien, on va pêcher plus profond et puis on pêche des espèces d'autres espèces. Alors ça, c'est pas, je dirais, c'est pas du développement durable parce que c'est pas soutenable. Vous savez, ça fait toujours penser, ça nous fait penser à quoi? Ça nous fait penser à une stratégie un peu à la Ponzi, je sais pas, vous savez, c'était l'escroc new-yorkais là, qui vous dit, ben voilà, vous avez des rendements de 20%, voilà, vous me donnez 100 euros et puis je vous rends 120 dans 2 mois. Alors ça, c'est pas tenable. Et ben, la pêche était un petit peu faite comme ça. On a fait croire à la productivité des océans en ayant des astuces, c'est-à-dire en se déplaçant, en allant pêcher plus profond, en allant pêcher d'autres espèces. Et voilà, donc on observe ça au niveau mondial et ça a été très bien documenté. Par exemple, dans l'Atlantique, dans la morue, vous aviez dans les années 70, ça a été illustré, si vous mettiez un masque de plongée, vous aviez des poissons qui faisaient à peu près un poisson moyen. Hein, le poids moyen d'un poisson, c'était quelque chose comme 800 grammes, 1 kilo. Aujourd'hui, les poissons font à peu près 200 grammes. Donc voilà, l'océan est aussi nanifié dans le sens où il y a beaucoup de petits poissons et beaucoup moins de gros poissons. Alors, pour le changement climatique, il y a, je dirais, dans la littérature, vous trouverez beaucoup de choses aujourd'hui sur l'impact de ces réchauffements, mais aussi de cette acidification. L'acidification, bien sûr, l'océan, depuis des milliers d'années, centaines de milliers d'années, le pH est exactement le même. Et aujourd'hui, il diminue. Il diminue. Et ça impacte beaucoup la vie planctonique, les coraux et beaucoup d'animaux. On va parler sur toute température. Donc, il y a les animaux qui ne peuvent pas se déplacer. Vous voyez en haut, là à gauche, les coraux blanchissent, les posidonies, les algues sont aussi très affectés par ces augmentations de température. Moi, je travaille à l'heure actuelle à Sète et là, j'ai rencontré un chercheur là, qui a travaillé tout l'été là, sur les gorgones en Méditerranée. Il m'a dit, c'est vraiment préoccupant, entre 0 et 30 mètres, toutes les gorgones sont mortes. Et il n'y a qu'à partir de 30 mètres qu'on arrive à... Pourquoi? Parce que d'abord, on ne peut pas se déplacer, d'une part, et il y a eu des événements extrêmes. Vous savez, la Méditerranée, cet été, elle a pris dans certains endroits 5 degrés. Et ces événements extrêmes qui ont poussé la température pendant plusieurs semaines à des températures létales pour tous ces organismes fixes, les ont fait mourir. Alors, vous avez aussi les poissons. Alors, les poissons, par exemple, ils peuvent bouger. Alors là, on a regardé, par exemple, là, c'est la figure de la map monde, et puis les diminutions de capture dues au changement climatique. Vous avez toute cette zone intertropicale qui se réchauffe. Et les poissons, bon, ils peuvent pas, ils vont migrer vers des zones plus fraîches
et donc ils vont migrer vers les pôles, dans les deux directions, donc. Et donc, vous avez toute cette zone intertropicale qui est... Alors, moi, je travaille à l'IRD, hein. Bien sûr que toute cette zone intertropicale, elle est absolument, on pourra en reparler, mais elle est absolument cruciale en termes d'apport de protéines pour des populations qui sont souvent assez pauvres et qui ont besoin de ça pour leur alimentation et la sécurité alimentaire des pays. Donc, ce qu'on observe, c'est des diminutions de capture qui vont... Alors, bien sûr, ça s'est fait à partir des modélisations, à partir des observations. On observe ces migrations, hein, de façon très convaincante au niveau des données. Et on estime donc qu'il va y avoir des hôtes qui vont perdre jusqu'à 40% d'ici quelques décennies dans cette zone intertropicale. Alors, donc, on assiste à ces migrations et il y a des chercheurs qui se sont dit, mais on va regarder finalement sur le long terme si on pêche au niveau mondial. Alors, on reprend les données que j'ai illustrées précédemment de la FAO, qui sont des données quand même assez rudimentaires, hein, de chaque espèce. Alors, vous avez, depuis les années 50, vous avez les captures de telle espèce de morue, de telle espèce de barracuda, de telle espèce de merlu, etc. Donc, chaque espèce, ils les ont pondérées par leur température préférentielle. Donc, une morue, si vous voulez, une morue, ça préfère entre 5 et 10-12 degrés. Là, elle est plus contente, elle se reproduit bien, etc. Et puis, un barracuda, c'est plus autour de 20 degrés. Donc, ils ont pondéré ça par les habitats préférentiels, les captures, et ils ont un indicateur. Un indicateur et qui montre quoi? Qui montre qu'on a une tropicalisation au niveau mondial des captures. Et ça, moi, je connais bien les chercheurs qui ont fait ça. Je me suis dit, mais on en a discuté, je leur ai dit, mais on ne va jamais voir ça dans les captures mondiales. Ce n'est pas possible parce qu'elles sont trop rudimentaires, etc. Eh bien, si, on le voit. On le voit depuis les années 70 de façon très nette. On voit qu'il y a une tropicalisation des captures, c'est-à-dire qu'on pêche au niveau mondial, si vous voulez, beaucoup plus de barracuda qu'on en pêchait et beaucoup moins de morues qui sont des espèces d'eau froide. Et ça, vous voyez, cet indicateur en bas a été fait pour la Méditerranée, dans différentes zones méditerranéennes, que ce soit la zone centrale, la zone est ou la zone ouest. Et vous voyez, vous avez des espèces tropicales, vous avez aussi beaucoup d'espèces invasives, puisqu'il y a 212 ou quelque chose comme ça, espèces qui depuis une dizaine d'années, ont envahi la Méditerranée. Donc, des espèces qu'on ne connaissait pas, ou alors qui étaient très rares dans le milieu. Aujourd'hui, elles sont abondantes. Vous voyez par exemple, j'ai mis deux petites photos là de tétraodon, Lagocéphalus, ou bien alors un poisson-lion qu'on trouve aussi aujourd'hui et qui envahit Et ça, c'est des espèces d'eau plus chaude. Donc, une tropicalisation des milieux marins. Alors, les chercheurs regardent un petit peu avec vous savez, le GIEC produit des scénarios d'évolution du climat. Et puis, voilà, donc on peut se demander qu'est-ce que va devenir, par exemple, la morue. Les chercheurs peuvent vous donner une réponse. Donc ça, vous voyez, vous avez les deux graphes de gauche pour une espèce de morue, puis pour une autre espèce. Et on le voit, donc la situation actuelle, c'est les deux courbes du haut, les deux graphes du haut, de figure, pardon, et puis celle du bas, c'est ce qui adviendrait avec des scénarios un petit peu au-dessus de 2 degrés. Et on voit que voilà, la morue serait obligée d'aller se cantonner dans le Svalbard et serait certainement extrêmement réduite avec ce type de scénario. Ceci pour vous dire qu'aujourd'hui, les chercheurs travaillent beaucoup sur ces prévisions et ces prédictions. Alors, vous savez, quand on parle du changement climatique, il y a plein là, je vois qu'il y a un bouquin encore qui est sorti sur les incertitudes, voilà. Mais ce que je dis toujours, c'est que les poissons, ils n'ont pas lu le GIEC, hein, et eux, ils réagissent vraiment très durement et de façon
substantielle à ce changement climatique. Alors, on peut être aussi cynique et puis se dire, bon ben voilà, il va y avoir des perdants. Alors, les perdants, bien sûr, vous l'avez vu, c'est la zone intertropicale, et puis il va y avoir des gagnants. Alors, voilà, on peut se dire ça, et puis se dire, voilà, le changement climatique, ben, c'est encore des fluctuations qui vont nous entraîner vers des choses positives et négatives. Moi, une chose sur laquelle je voulais qu'on travaille, et puis ça a été publié d'ailleurs dans le dernier, dans des articles récents, mais aussi au niveau de l'IPBES, les derniers rapports de l'IPBES. Et ça, c'était vraiment un résultat important, je pense, c'est de se dire que est-ce que c'est un jeu à somme nulle? C'est-à-dire, il y a des gagnants, il y a des perdants, mais est-ce que globalement, on va y gagner ou on va y perdre avec cette tropicalisation? En réalité, ce qu'on voit, c'est que les captures mondiales vont diminuer. Alors, bien sûr, il y a différents groupes de modélisateurs qui travaillent depuis très longtemps là-dessus, depuis maintenant plus de 20 ans, qui ont fait des modélisations, et bon, pas une modélisation, mais vous avez au moins 5 ou 6 grands types de modèles internationaux qui ont été comparés, et on voit que la production primaire va chuter et les pêcheries aussi vont chuter, et les potentiels de capture risquent de s'affaiblir. Et là, alors bien sûr, ça sont des chiffres 20-25% d'ici la fin du 21e siècle. Je dirais que c'est des chiffres provisoires, mais ça montre que ce n'est pas du tout un jeu à somme nulle. C'est pas du tout un jeu à somme nulle, c'est un jeu à somme négative. Donc, nous serons globalement et mondialement perdants au jeu des migrations. Alors, à 7, là, ils ont beaucoup travaillé, les chercheurs, sur les écosystèmes. Et une chose qui était... Parce que les pêcheurs sont venus en Méditerranée, sont venus, puis nous ont dit les sardines sont toutes petites. Alors, il y a des sardines, mais elles sont toutes petites, si bien que vous voyez, les captures ont chuté parce que ça n'intéresse plus les pêcheurs, c'est plus commercialisable. Alors, l'IFREMER s'est penché là-dessus, et puis ils ont tourné toutes les hypothèses, voilà, ils ont considéré toutes les hypothèses, et la plus probable, et celle qui a été la plus, je dirais, dénoncée, c'est que le changement climatique a complètement changé la dynamique planctonique. Les types de plancton sont différents aujourd'hui et ne correspondent plus du tout à l'alimentation préférentielle de ces sardines. Donc, ces sardines ont été à crève de faim. Elles sont toutes petites parce qu'elles n'ont pas assez à manger, parce que le plancton qui est aujourd'hui avec des eaux plus chaudes ne leur convient pas du tout. Alors, vous voyez, ça, c'est une photo d'une zone qui faisait 50 km sur 50 km qui m'a été envoyée par un laboratoire de Naples là, qui travaillait ça devant les côtes libanaises. C'était 500 000 tonnes de méduses. Hein, 500 000 tonnes de méduses, qui sont d'énormes méduses qui étaient devant les côtes libanaises. Alors, la semaine dernière, il y a un pêcheur des côtes sétoises là, qui est venu vers moi et puis qui m'a dit mais on n'arrête pas de pêcher des méduses. Alors, il me demandait comment est-ce qu'on peut commercialiser les méduses, parce que maintenant, ça devient prédominant dans leur capture. Alors, moi, j'ai travaillé sur, vous voyez, dans l'écosystème marin, je vais vous expliquer maintenant pourquoi finalement il y a des méduses. Dans l'écosystème marin, vous voyez, il y a du plancton, il y a des poissons, ce qu'on appelle les poissons fourrages, c'est-à-dire les sardines, les anchois, les maquereaux, etc. Et ça s'appelle des poissons fourrages parce que c'est les proies de tous ces gros poissons, c'est les proies des mammifères marins et c'est les proies des oiseaux. Et donc, on a besoin de cette composante-là. Alors, moi, j'ai travaillé en Afrique du Sud, et en Afrique du Sud, Namibie, il y a eu un exemple extrêmement intéressant, c'était l'exemple namibien. L'exemple namibien où il y a eu une surpêche plus quelques événements climatiques qui ont fait s'écrouler, vous voyez, c'est le graphe du haut, vous voyez, c'est ce paquet noir, il y avait des grosses captures de sardines, et même à un moment donné, il y avait plusieurs millions de tonnes de sardines dans l'océan, et dans les années 80-90, ils ont tout surexploité de façon consistante, et pas du tout dans le graphe du bas qui est l'Afrique du Sud. Et qu'est-ce qui s'est passé en Namibie? En Namibie, il y avait des méduses qui étaient
on avait noté la présence de méduses, c'était négligeable avant les années 70, mais dès qu'on a surexploité ces sardines et ces anchois, on s'est aperçu qu'il y avait 12 millions, d'entre 12 et 20 millions de tonnes de méduses dans les océans. Et donc on s'est demandé, mais vraiment pourquoi? Et bien pourquoi on a démontré que pourquoi les pêcheurs, par exemple, ne prenaient, vous voyez, ça c'est une espèce de bouillasse de méduses dans lesquelles les pêcheurs essayaient de trouver un peu de poisson, parce qu'il y avait deux fois et demi plus de méduses que de poissons. Et d'avoir surexploité ces poissons qui auraient été mangent les œufs et larves de méduses, ça a impacté tout l'écosystème marin. Alors, tout l'écosystème marin, les oiseaux font partie de l'écosystème marin, parce que les oiseaux mangent aussi les sardines et les anchois, mais ils ne mangent pas les méduses. Donc, vous avez là, par exemple, une photo de l'île des Ritz, où vous avez les manchots. Les manchots, voyez la photo, et voyez la photo aujourd'hui, toutes ces populations d'oiseaux ont complètement disparu des côtes namibiennes par manque de nourriture. Alors, ça c'était aussi pour introduire une façon de gérer un peu les ressources et puis la biodiversité, c'est l'approche écosystémique. Une gestion des pêches qui intégrait la biodiversité et puis le climat. Alors, l'idée, c'est d'avoir des systèmes de production qui réconcilient l'exploitation et puis la biodiversité. Alors, on voit bien, c'est important. Alors, cette approche écosystémique des pêches a été, vous savez, vous en avez entendu parler, par exemple, dans d'autres systèmes de production. Par exemple, l'agroécologie. L'agroécologie, c'est quoi? C'est pas simplement produire du blé, mais c'est aussi se soucier du sol et de toutes des vers de terre, des oiseaux, etc., qui font partie de l'écosystème de production. Donc, c'est essayer de réinsérer les systèmes de production dans leurs écosystèmes. Donc, c'est maintenir la biodiversité, c'est maintenir des captures élevées, des emplois, mais c'est aussi, aujourd'hui, s'occuper de ce problème de consommation des énergies fossiles. Alors, nous, en Afrique du Sud et en Namibie, on s'est interrogé, on s'est dit, ben alors, si les poissons sont importants pour maintenir, ces poissons comme les sardines sont importants pour maintenir la viabilité et la résilience des écosystèmes marins, laisser survivre les mammifères marins qui aussi souffrent beaucoup de l'absence d'anchois et de sardines, les oiseaux, etc. La question qu'on s'est posée, c'est combien est-ce qu'il faut laisser de ces poissons-là dans les océans pour maintenir la résilience des écosystèmes, pour maintenir la biodiversité. Et on a réussi en faisant une analyse mondiale, bon, je vais y aller rapidement, en analyse mondiale, qu'il fallait laisser à peu près plus d'un tiers de l'abondance maximale des poissons fourrages dans les océans pour maintenir la viabilité des écosystèmes. Alors ça a tout de suite été repris, vous voyez, c'était publié il y a longtemps, il y a une dizaine d'années, mais ça a été repris tout de suite par des pays comme l'Australie, l'Afrique du Sud, les États-Unis, etc., pour montrer que finalement les indicateurs qu'on avait dans les pêches conventionnelles et les niveaux d'abondance pour lesquels on pêchait, par exemple, quand vous pêchiez de la sardine, eh bien, on pouvait descendre à 20% de l'abondance observée, de l'abondance normale d'un poisson pas trop exploité. On pouvait descendre à un poisson à 20% de l'abondance initiale. Mais en réalité, il faut laisser beaucoup plus de poissons dans la mer pour nourrir les écosystèmes. Donc ça fait partie de l'approche écosystémique. Alors aujourd'hui, l'approche écosystémique, si vous voulez, c'est encore je vois en France, par exemple, c'est très peu sollicité dans la gestion des pêches et c'est fort dommage, alors qu'il y a beaucoup de pays qui se sont impliqués déjà depuis, par exemple l'Afrique du Sud, depuis plus de 25 ans dans cette approche-là. Mais c'est une approche, je veux dire, d'un point de vue conceptuel qui a déjà une vingtaine d'années. Donc, alors aujourd'hui, je dirais qu'on définit le changement sustainable development, le changement durable, avec les ODD, avec l'agenda 2030.
Alors moi, j'ai travaillé, on vous l'a dit, à Bruxelles pendant les 6 dernières années. Et aujourd'hui, dans le nouveau agenda avec Horizon Europe, de l'Europe, euh, au niveau de la recherche, au niveau des implications, on a vraiment, je dirais que ces objectifs du développement durable sont la boussole. La boussole. Alors, une boussole, pourquoi? Parce qu'il y a l'ODD, l'objectif du développement durable numéro 13, vous voyez, c'est le climat. Bien sûr, il va falloir tenir compte, si on veut un développement durable, de cet objectif climatique. Bien sûr, nous, on est en train de parler de l'objectif numéro 14, celui sur les océans. Mais on pourrait avoir très bien climat qui ne déraille pas trop, et puis des océans très propres avec plein de poissons, mais si les gens meurent de faim, ou s'il y a la pauvreté, ou s'il y a des inégalités, ça c'est le 1 et le 2, ou s'il y a des inégalités criantes, ben, je dirais que ça ne le fera pas en termes de développement durable. Donc voilà, je dirais que l'Europe démocratique, c'est un agenda politique, bien sûr aussi, a mis en avant ces ODD et cet agenda 2030. Il est important, et je dirais très important aussi comme boussole pour le développement, pour la recherche, mais aussi pour les industriels qui doivent tenir compte de toutes les activités qu'ils font et de leur implication avec ces ODD-là. Alors là, on avait mis, si vous voulez, l'ODD 14 au centre, et puis voir quels étaient tous les autres ODD dont je viens de vous parler, que ce soit la pauvreté, que ce soit la sécurité alimentaire, les inégalités, ou bien alors les océans et le climat. Donc tout ça, aujourd'hui, ce qui est important finalement, c'est aussi, et surtout, je dirais, c'est les interactions. Hein. Par exemple, les interactions avec la pêche, avec la sécurité alimentaire, le climat, etc. Alors, vous l'avez entendu dans tous les agendas et puis les déclarations qui sont faites, aujourd'hui, on a comme objectif 30% d'aires marines protégées en 2030. On a publié là récemment dans Science, je suis un co-auteur, un guide pour les aires marines protégées. Qu'est-ce que c'est ce guide? C'est définir finalement le futur de la biodiversité. Il va dépendre de la protection qu'on donnera à toute la faune et la flore existantes en milieu marin. Alors, les aires marines protégées, vous savez, on en parle beaucoup. C'est vrai qu'il y a eu récemment beaucoup d'efforts faits, et vous voyez sur cette courbe depuis les années 50. Bon, aujourd'hui, on a au moins 10% d'aires marines protégées. Alors, souvent, protection qui est croissante, mais quand même encore insuffisante pour atteindre les 30% qu'on souhaite. Alors, il y a dans ce guide, il est important, ce guide qui a été publié dans Science et qui aujourd'hui commence à être appliqué dans très nombreux pays. En France, je ne sais pas, parce que c'est toujours un peu compliqué, qui définit ce que c'est que protection forte, c'est-à-dire fully protected, protection hautement protégée, faiblement protégée ou protégée de façon minimale. Et vous voyez, chacune des activités, que ce soit l'extraction minière, les infrastructures, l'aquaculture, la pêche, les activités touristiques, etc. Voilà, qu'est-ce qu'on peut autoriser dans chacune des niveaux de protection. Ça c'est important aujourd'hui d'avoir ce cadre et de développer nos réflexions dans ce cadre, parce que sinon on fait un peu n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on déclare des choses pleinement protégées ou protection forte, et puis on va chaluter dans ces choses, ce qui est quand même assez incroyable. Alors, pour la recherche, je dirais que la recherche, l'IRD s'est beaucoup impliquée dans les sièges de la durabilité. Aujourd'hui, la recherche, il va falloir qu'elle fait beaucoup de choses, c'est vrai, mais il va falloir aussi qu'elle travaille sur ces interactions entre les ODD.
et qu'elle montre qu'elle aborde des nouveaux sujets. Par exemple, nous, on a travaillé sur les aires marines protégées. Alors, les aires marines protégées, souvent, c'est mis en avant comme ça va protéger la biodiversité. Mais en réalité, ça joue ces aires marines protégées peuvent jouer un rôle tout à fait considérable dans la protection de mangroves qui séquestrent le carbone. Donc tout ça, il faut aussi le quantifier et montrer en quoi une politique de conservation pour avoir des effets absolument incroyables, aussi non pas pour le vivant, mais aussi pour l'atténuation, par exemple, du changement climatique. Alors, ça, j'ai mis cette diapositive-là. Elle vient juste d'être publiée. Hein, c'est sorti la semaine dernière. Et ça montre que ces réserves marines, là, c'est Joachim Claudet, il a étudié 22 000 publications mondiales pour montrer la contribution de toutes ces aires marines protégées dans les publications, comment les chercheurs avaient vu la séquestration de carbone, l'atténuation de l'acidification des océans, l'adaptation écologique, etc., et l'adaptation sociale et économique. Donc ça, je dirais, c'est vraiment bien. Vous voyez, ça, c'est des études un peu nouvelles. C'est vraiment bien de travailler là-dessus parce que ça va permettre une articulation beaucoup plus forte aussi avec les grands acteurs. Voilà, donc il y a aussi, par exemple, les posidonies. Alors, posidonies, ben voilà, les herbiers marins. Aujourd'hui, il y a des chercheurs qui travaillent sur l'extraction du carbone et marin. Voilà, et puis intégrer une chose qu'on ne fait pas du tout, hein, je pense, c'est l'approche de l'aménagement intégrant le changement climatique. Hein, ce pêcheur qui m'a appelé et qui m'a dit on pêche plus du tout les mêmes espèces et puis on est en train de pêcher des méduses, il va falloir revoir, je dirais, les quotas et de façon dynamique avec les histoires de changement climatique. Alors, pour cette économie bleue, je pense que, voilà, j'ai mis en vrac quelques idées. J'espère que je vous ai montré quand même que la mise en place des ODD et de l'agenda 2030, c'est important. C'est important, cet agenda à la fois politique, social, économique, et puis d'aller vers un monde un peu plus durable. Alors, bien sûr, quand je parle de poisson, on me demande toujours est-ce que j'arrête de manger du poisson? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font pour en reparler, mais il faut manger du poisson durable. Il y a beaucoup d'ONG qui font des efforts, Éthique Océan par exemple, qui font des efforts pour essayer de communiquer qu'est-ce que c'est que le poisson durable. Il y a par exemple Prolinger qui fait des choses excellentes avec tous ces réseaux de cuisiniers pour leur montrer que voilà, il faut quand c'est pas seulement la qualité et puis la fraîcheur, mais aussi c'est la durabilité du poisson qui est important. Une chose dont on n'a pas parlé, mais bon, sur lesquelles on travaille beaucoup, c'est les subventions. Aujourd'hui, il y a 35 milliards de subventions aux pêches. Et il y en a beaucoup qui vont, bien sûr, à des subventions qu'on pourrait appeler néfastes au changement climatique et à la perte de biodiversité. Donc, voilà, faire des bateaux plus gros, bien sûr, les subventions aux énergies fossiles. Donc, ce qu'il faudra dans l'avenir, c'est en discussion au niveau de l'OMC, c'est privilégier des subventions pour les transitions écologiques, sociales et économiques. Soutenir, alors c'est une chose, vous savez, j'ai une diapo juste après pour montrer qu'il y a les pêches artisanales. Les pêches artisanales, c'est l'année internationale des pêches artisanales durables et de l'aquaculture durable. Je pense qu'une chose importante, c'est aussi soutenir les pêches artisanales durables. Alors, parce que les pêches artisanales, ce n'est pas forcément durable, hein, mais elles peuvent devenir vraiment, elles peuvent vraiment dire durables. Il y a beaucoup de pêcheurs artisans qui font des efforts pour avoir des engins de pêche plus sélectifs. C'est sûr que si on continue dans les années à venir à utiliser la chalut, qui est un engin qui détruit la biodiversité, qui consomme des tonnes de pétrole par semaine, qui sont pas des engins d'avenir. Donc, il faudra aller vers des engins sélectifs, économes en énergie fossile, créateurs d'emplois aussi, et on peut parler aussi des emplois féminins. Et puis, voilà, il y a aussi ce qu'on a promis de faire et qu'on ne fait pas, c'est les 30% d'AMP avec 10% de protection intégrale. Quand on regarde dans le détail, on n'y est pas. Donc là, j'ai mis juste
vous avez dans le document SOFIA là, sur les pêches artisanales, cette année des pêches artisanales, qui montre l'importance de ces pêches artisanales qu'on ne met pas assez en évidence. Et puis, pour moi, la pêche artisanale, vous savez, c'est… Alors, on est toujours à la recherche de définition. Pour moi, c'est une pêche qui est locale. Et si on privilégie le local, on fera beaucoup plus attention aux ressources qu'on exploite. Et dans ces pêches artisanales, on le voit, que ce soit dans les pays du Sud ou les pays du Nord, il y a beaucoup d'emplois féminins qui sont extrêmement vitaux pour le développement. Alors, je vous mets une dernière petite diapo là, c'est pourquoi finalement, vous voyez, il y a beaucoup de réactions hein, assez parfois violentes, et pourquoi on ne réagit pas plus vite? Alors, bon, la première chose, je dirais qu'il y a beaucoup d'inertie parce qu'on a construit des systèmes économiques, sociaux, politiques, et puis qui ont beaucoup d'inertie. Il y a aussi le pouvoir et le lobby industriel et financier. Et là, on s'aperçoit qu'il y a aussi beaucoup de résistance là. Alors, il y a aussi, bon, là, on l'a vu, le cynisme, il y aura des gagnants et des perdants. Là, je vous ai montré une façon de répondre à cette question. Il y a aussi dans notre cerveau les changements qui apparaissent là à l'échelle humaine, et puis on a toujours… alors ça, je dirais que ça a un peu changé, en tout cas en Europe, avec cet été qui a montré que voilà, ben, le climat il peut changer de façon durable, et des choses qu'on a attendues. Il y a, et ça avait été montré par Polly, le shifting baseline, c'est la perte de mémoire intergénérationnelle. C'était, vous savez, d'une génération à l'autre, on oublie comment les choses changent, à quelle vitesse ils changent. Moi, par exemple, j'étais dans les années 80 au Sénégal, il y avait la pêche, c'était des pêches artisanales, c'était des tonnes et des tonnes de mérous, de courbines sur la plage, des poissons qui faisaient 1 mètre de long ou 1,20 m. Vous allez aujourd'hui au Sénégal, ils ne pêchent plus que de la sardinelle. Donc, et les Sénégalais savent pas que, les jeunes ne savent pas que la mer était d'une productivité absolument incroyable. Donc, il y a aussi ça qui est important. Il y a aussi une chose très importante, c'est notre cerveau. Notre cerveau. Et ça a été fait dans un article dans Science qui a été publié il y a longtemps, mais j'ai trouvé très intéressant, c'est l'illusion de la fin de l'histoire. C'est-à-dire que quand votre cerveau, il surreprésente le présent. En réalité, le présent, c'est une espèce de fin d'histoire. C'est-à-dire que vous prenez en compte le passé, bien sûr, vous avez des expériences pour le passé, vous reconnaissez que dans le passé, vous avez changé, mais vous pensez que vous n'avez pas changé dans le futur. Donc, notre cerveau, il n'a pas été fait, notre cerveau d'Homo sapiens n'est pas fait du tout pour le futur. Et ça, c'est peut-être une chose sur laquelle il faudra qu'on lutte, parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y a un futur qu'on perçoit, un futur changeant avec des transformations drastiques qu'on perçoit grâce, je dirais, à l'IPCC, au GIEC, etc. Il y a aussi, alors là, je l'ai expérimenté, un manque de culture scientifique et environnementale des élites et des politiques. Nos grandes écoles ne forment pas du tout sur l'environnement, ou très peu. Enfin, ça commence, mais voilà. Et puis, il y a l'insoutenable légèreté de l'être. Voilà, donc un changement de système d'exploitation du monde s'impose. Et c'est vrai qu'il faut replacer un peu les choses dans leur contexte, parce que la biosphère, je vous l'ai montré, c'est 50 à 70 km d'épaisseur, c'est cette mince pellicule. Alors, souvent on me demande, vous êtes pessimiste, vous êtes optimiste. Je pense que ça n'a aucun intérêt qu'ils me disent si je suis pessimiste ou optimiste. Et là, je cite Guillaume d'Orange, 1558, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Voilà, je vous remercie. Et si vous avez des questions. Eh ben, merci beaucoup. Merci Philippe, c'était très complet. Tu m'entends? C'est bon? Oui, Parce que moi, je n'ai plus de caméra, par contre, je suis désolée. Tu peux quitter peut-être le partage d'écran? Voilà, super. j'arrête le partage. Merci beaucoup. C'était très, très complet parce qu'il y avait en effet des questions, mais j'ai l'impression que du coup, il y en a un certain nombre auxquels tu as commencé à répondre. Alors, il nous reste très peu de temps. Je ne sais pas si
Les Un personnes plan. peuvent encore rester un peu. Non, non, mais c'était justement très complet. Enfin voilà, il y avait des questions sur les aires marines protégées, justement, leurs intérêts, même la restauration, d'ailleurs, la restauration des écosystèmes. Est-ce que, dans le cadre des aires marines protégées, mais même autour, est-ce que tu as un point de vue sur la question? Et puis, il y avait une autre question aussi importante que tu as évoquée en début de propos, l'aquaculture. Est-ce que c'est une Ouais. solution ou une fausse bonne solution? Je ne sais pas, suite aux discussions qu'on avait déjà eues une première fois. Voilà, mais donc il y avait au moins le focus habitat, restauration des habitats et en marine protégée. Et puis, voilà, c'est peut-être innovations comme l'aquaculture et la façon d'aborder la durabilité de tout cela. Est-ce qu'on peut au moins traiter ces Oui, deux oui, oui. questions? Aquaculture. Alors, vous avez vu, l'aquaculture, c'est un secteur qui se développe de façon spectaculaire. Ce qu'il faut voir, c'est que plus de 70% de l'aquaculture, c'est la Chine et l'Asie, hein. Donc, quand on parle, nous, d'aquaculture, bien sûr, c'est le saumon norvégien ou écossais, c'est les huîtres, les moules, etc. Donc, les- l'aquaculture peut se développer de façon importante, mais pour les bas niveaux trophiques. C'est-à-dire on pourra développer tant qu'on veut des aquacultures, par exemple d'algues. Ça, c'est très possible et il y a beaucoup d'endroits où on pourrait le faire. euh, de mollusques, de bivalves, etc. Donc ça, on peut, vous voyez, c'est le problème. Après, si on développe l'aquaculture, par exemple, de saumon ou de dorade ou de, ou même de thon rouge, par exemple, et le problème, c'est comment les alimenter. Les alimenter, il faut généralement des protéines. Et vous savez qu'il y a aujourd'hui 25 millions de tonnes de sardines d'anchois qui sont pêchées dans la mer pour être transformées en farine de poisson, pour être utilisées à 70% pour l'aquaculture du poisson. Donc voilà, donc ça, euh, en termes de sécurité alimentaire, il vaut mieux utiliser ces poissons qu'on transforme en farine de poisson pour nourrir nos volailles, nos porcs et puis euh, nos poissons d'élevage. Il vaut mieux les utiliser directement pour l'alimentation humaine et développer l'aquaculture de bas niveau trophique. Ça, c'est D'accord. vraiment. Euh, C'est très clair. ouais. Merci. Il y avait deux points, peut-être ce qu'on disait là sur restauration des milieux, rôle des aires marines protégées. Et puis, c'est Stéphane Laclos qui pose la question et il fait partie justement du groupe de travail beauté, hygiène et préservation de l'océan qui fait partie du Ah, programme dont je m'occupe, sur ces questions aussi de pollution. Parce que c'est vrai que dans le ah, programme que Respect l'Océan a lancé, on interpelle aussi les acteurs beaucoup très terriens sur leur impact dans la mer, qui est le transport maritime dont tu as parlé, hein, de toute façon au début, mais aussi les pollutions. Et du coup, oui, voilà. oui, oui, je suis désolé, mais en 45 Non, on ne minutes. pouvait pas tout faire, on est d'accord. Et, et donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites sur les pollutions. C'est vrai que les microplastiques, les pollutions diverses et variées par tout ce qu'on utilise, parce que tout ce qu'on utilise, les shampoings, etc., tout ça, ça part joyeusement souvent dans la mer. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Euh, On y reviendra dans il hein, faut, il faut vraiment faire, vous faites on se fera on se fera un rendez-vous une peut-être conférence sur ça, oui. spécifique. Oui, Oui, oui. avec plaisir. Sachant que la nouveauté, c'est que la nouveauté est celle que moi j'ai vécue au cours des 10 dernières années, c'est qu'au début, on croyait que c'était vraiment purement physique, c'est-à-dire que ces plastiques ne rentraient pas dans les chaînes alimentaires. Et bien sûr, aujourd'hui, la recherche montre que même au niveau du plancton, les microparticules affectent l'alimentation de tous les animaux, depuis le plancton jusqu'aux oiseaux marins. Et ça devient un réel problème dans certaines zones. Oui, oui, oui. Et il y a Mais un je pense problème en effet. cumulatif, c'est un problème cumulatif. En plus, il y a ce problème de surexploitation, changement climatique, et puis de pollution. De Donc, bioaccumulation c'est aussi pour ça qu'il dans les faut, tissus. il faut ménager la nature, je C'est crois. ça. Et alors, du coup, alors je rebondis pour ménager la nature, cette question des aires marines protégées, de leur restauration, de leur bonne gestion. Tu es plutôt, tu parles finalement de gestion responsable globalement des écosystèmes, mais finalement, dans ces aires marines, est-ce que
on Ben peut oui. les Alors, tester et souvent, voir le résultat. bien sûr, les chercheurs, ils ont fait ça. Et ce qu'il faut voir, il y a eu, il y a eu beaucoup de travaux sur ces réserves marines. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut être sérieux sur les aires marines protégées. Une aire marine protégée, ça ne doit pas être une aire marine, simplement. Ça doit être protégé. Euh, donc, il faut vraiment protéger. Et c'est pour ça qu'on a fait ce guide. Hein. Il faut vraiment protéger. Parce que si on dit on fait une aire marine protégée et puis qu'on chalute à tour de bras dedans, ça a été montré. Hein. Des fois, c'est plus chaluté que les aires marines non protégées, que le reste. C'est pas sérieux. Hein? Donc, première C'est chose, fou. il faut être sérieux. Deuxième chose, ça s'évalue sur le long terme, parce que ce n'est pas au bout d'un an que votre aire marine protégée est produit plus, etc. La nature, elle va lentement. Mais les résultats qui sont obtenus si on fait ces efforts-là, eh ben, ils sont tout à fait convaincants et on pourra vous donner plein d'exemples sur des choses qui ont été bien faites, avec pas sur des mouchoirs de poche, mais des zones assez étendues, et qui montrent qu'il y a vraiment des bénéfices qui sont multiples en termes de biodiversité, en termes d'atténuation du changement climatique, en termes de protection aussi contre le niveau de la mer, etc. Donc, oui, si on fait les choses correctement, ça marche. Et je dirais que, voilà, on connaît les règles du jeu. Oui, alors du coup, c'est vrai que c'est important aussi de dire ce qui marche et de donner à voir et à comprendre. Là, on initie un travail avec l'OFB, ne serait-ce que dans le programme, mais aussi plus largement parce que voilà, il y a un certain nombre d'acteurs qui font des choses très intéressantes et qu'on essaye de donner comme inspiration. Donc, on reviendra là-dessus, je pense. Je pense que je me permettrai en effet de te réinviter pour le programme biodiversité marine et économie, plus spécifiquement dans le groupe de travail qu'on a sur beauté et hygiène. Et puis, plusieurs personnes ont trouvé très, très intéressantes toutes les références bibliographiques que tu nous as données. Est-ce Ouais. qu'il serait possible que tu nous les fasses parvenir, comme ça on les partagera Ouais, ouais, avec plaisir. pour autant que les gens Non, puissent il y a pas de continuer. problème. Il n'y a Que pas de les problème. et puis nous, on les mettra aussi sur la plateforme du programme hein, pour peut-être aller plus loin. On a l'habitude de faire de 11 heures à midi, donc là, on a un peu dépassé, Philippe. Ouais, je suis désolé. Hein. Mais là, il n'y a pas de souci, c'était passionnant. Du coup, ben, on était très nombreux à t'écouter et les gens ont beau avoir faim, ils sont encore là. Ben, ce que je te propose, c'est peut-être une dernière question un peu spécifique que j'ai vue de la part d'Alice. Là, il faut que je retrouve la petite question, qui était, elle parle pour la pêche durable du seuil RMD qui correspond seulement à un tiers de la biomasse s'il n'y avait pas de pêche. Est-ce que ça te dit quelque chose, ce Oui, sigle oui, oui. cabalistique? Alors, tu en as un peu parlé hein, des seuils, mais voilà, Bon, si tu les peux seuils, revenir là-dessus. il faut augmenter un peu ces seuils parce que il y a eu des travaux. Alors moi, j'avais travaillé sur les oiseaux marins et il faut augmenter au moins jusqu'à 40%. D'accord, d'accord. Bon, Voilà. bah, alors là, vous voyez, 25%. Hein. bah, écoute, moi, je me permettrai de revenir vers toi. Et puis là, vous avez, pour conclure et nous donner rendez-vous très bientôt, l'annonce d'un webinaire qui se tiendra le 6 décembre en fin d'après-midi de 16h à 17h30 sur le carbone bleu. Et je vous invite tous à nous y retrouver. Donc, merci beaucoup, Philippe. Merci à tous d'avoir été avec nous pour ces échanges. Ce n'est qu'un début et je suis ravie qu'on continue bientôt dans d'autres cadres. Donc, belle journée à tous et à bientôt. Merci.